Bonjour tout le monde, salam alaikum. Nous allons enchaîner comme c'était promis dans la succession de vidéos concernant l'analyse et la conception orientée objet avec UML. Alors comme petit rappel rapidement sur ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, nous avons essayé de voir la modélisation, le pourquoi de la modélisation, un petit peu d'historique, le rôle de la modélisation dans n'importe quel langage de conception comme UML, comme Meurize. Nous avons fait la différence entre un langage de modélisation et une méthode d'analyse. Nous avons parlé un petit peu de Meurize, son arrivée, son apport et l'arrivée du UML avec ses fameux diagrammes qui sont maintenant à l'ordre de 15 ou 16 diagrammes et l'importance de l'orienté objet dans tout ça. Aujourd'hui, nous allons commencer avec notre premier diagramme, qui normalement c'est le premier diagramme à traiter. Mais avant d'entamer les cas d'utilisation, je vais vous expliquer un petit peu l'enchaînement du travail avec les diagrammes du ML. Alors, normalement, on commence toujours, je dis bien normalement parce que tout à l'heure je vais vous dire autre chose. Normalement, on commence toujours avec un diagramme, d'accord, un diagramme de cas d'utilisation. Un diagramme de cas d'utilisation qui normalement il contient un ensemble de cas d'utilisation. Normalement, après on va passer pour chaque, je dis bien non, je dis pour chaque cas d'utilisation. Là, vous devez faire la différence entre un diagramme de cas d'utilisation et un cas d'utilisation. Pour chaque cas d'utilisation, nous allons faire ce qu'on appelle une description, d'accord, une description textuelle. D'accord, pour chaque cas d'utilisation, nous allons faire une description textuelle pour chercher, là je vais mettre une petite parenthèse, pour chercher le détail. On verra. D'accord, pour chercher un peu de détails. Après, nous allons faire pour chaque cas d'utilisation, là on a, pour chaque description textuelle, là on a le choix. Soit on va partir pour réaliser pour chaque description textuelle un diagramme de séquence, ça s'appelle aussi un diagramme de séquence d'objets, ou bien un diagramme de classe. Mais quand vous allez réaliser le diagramme de classe, si vous arrivez par là, c'est juste la partie, la partie statique. D'accord? La partie dynamique qui contient les comportements, on va aller la chercher à partir du diagramme de séquence. Alors, quand vous êtes là, vous pouvez avoir besoin d'un pour diagramme d'objet pour, comment dirais-je, pour un petit peu finaliser votre diagramme de classe. Vous pouvez, avec votre diagramme de séquence, avoir besoin d'un diagramme de communication, d'accord? Un diagramme de communication. Vous pouvez avoir besoin d'un diagramme d'état de transition, d'accord? D'état de, de transition, d'un d'état de transition. Et vous pouvez normalement après, vous allez compléter votre diagramme de classe par, d'accord, les comportements, d'accord, les comportements des objets, d'accord, ou bien ça sera des messages pour essayer de compléter la partie dynamique, d'accord, pour compléter la partie dynamique de votre diagramme de classe. Bon, normalement, ça c'est les éléments les plus importants. Je vais vous rappeler que nous avons dit la dernière fois que nous allons toujours partir de ce qui est général, d'accord, vers ce qui est détail. D'accord, vous allez remarquer ça aujourd'hui. Nous allons partir de ce qui est général vers ce qui est détail. Alors, il y a des gens qui disent que avant de faire un diagramme de cas d'utilisation, on peut réaliser ce qu'on appelle un diagramme de contexte.
D'accord? Diagramme de contexte, vous avez deux versions, vous avez diagramme de contexte statique et vous avez un diagramme de contexte dynamique. D'accord? Ça aide. D'accord? Ça c'est le diagramme le plus général. D'accord? Donc vous pouvez dire, bon, je vais pas compter ça parce que dans la majorité des bouquins et des tutos, vous ne trouvez pas ça, hein. Mais vous allez voir, je vais vous faire une illustration tout à l'heure. Il est très très pratique. Donc on peut dire que ça c'est un. Après, la description textuelle c'est 2. Après, soit vous allez ou là, hein, enfin, c'est comme vous voulez. Donc c'est 3. D'accord? Ici c'est 4. Là, c'est 3 primes, c'est des accompagnements du diagramme de séquence. Le diagramme de Gauge, c'est 4 primes. Et on peut éventuellement, quand on est avec des diagrammes de cas d'utilisation, parler de diagramme d'activité. D'accord? Parler d'un diagramme d'activité, pour décrire un ensemble de cas d'utilisation différemment. D'accord? Différemment, d'accord? Avec un diagramme d'activité. D'accord? Donc, ça, si vous voulez, c'est la première des choses que je voulais vous dire avant d'entamer, d'accord, avant d'entamer les cas d'utilisation. Alors, quand on parle d'un cas d'utilisation, alors je vais parler des objectifs du diagramme. On va parler des éléments des diagrammes, les composants qui sont les acteurs, la généralisation entre les acteurs, les cas d'utilisation, qu'est-ce que c'est, la relation entre acteurs et cas d'utilisation, association et cas d'utilisation, exemple, bon, un petit exemple du champ de bibliothèque. Après, je crois que ça sera pour la séance prochaine, la description textuelle, exemple de description textuelle, d'accord? Et on fera un petit exercice, c'est pas l'étude de cas, mais on fera des exercices avec bien sûr des corrections. Alors, l'objectif. Alors, le cas d'utilisation, il capture le comportement d'un système, d'un sous-système, d'une classe ou d'un composant tel qu'un utilisateur extérieur le voit. Alors, normalement, quand vous êtes en train de travailler, d'accord, vous êtes en train de travailler, bon, les choses, ça se passe comment? Les choses vont se passer ainsi. Donc, nous avons, c'est notre utilisateur. Bon, moi, je ne vais plus parler client parce que là, nous sommes dans la phase d'accord, de la conception. L'utilisateur, si vous voulez, c'est la source. D'accord? C'est ce qu'on appelle la source d'information. C'est lui qui va nous donner l'information pour pouvoir travailler. Alors, cette personne, elle va répondre à nos questions. Nous, on va poser des questions et lui, il va donner des réponses. Et nous, on va prendre cette information et on va commencer. On va commencer à modéliser. D'accord? Et là, je vais vous dire tout à l'heure, hein. Là, on va commencer à modéliser. Modéliser quoi? On verra tout à l'heure. D'accord? On va commencer à modéliser, comme je vous ai dit tout à l'heure, le diagramme de contexte, après le diagramme de cas d'utilisation, hein, et ainsi de suite. D'accord? Donc, alors, là, je souligne, je souligne, je souligne le mot extérieur. D'accord? Parce que là, nous sommes dans un contexte général, on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? D'accord? Un utilisateur, ou bien tout à l'heure, on va parler d'un acteur. D'accord? Après, il permet de recueillir, d'organiser les besoins, de recenser, alors souligner les grandes fonctionnalités. Les grandes fonctionnalités générales. Nous sommes dans un contexte général. On ne cherche pas le détail. Pas de détail. S'il vous plaît, à ce niveau-là, pas de détail. Je vous dirai quand il faut aller chercher le détail. Il scinde la fonctionnalité du système en unités cohérentes. Unité, et j'insiste sur cohérente. Les cas d'utilisation. Un cas d'utilisation, c'est une unité. Plusieurs cas d'utilisation, ça va nous donner un diagramme de cas d'utilisation. Ayant un sens. Pour les acteurs. Ayant un sens. S'il vous plaît. Ayant un sens, je vous dirai tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire.
un cas d'utilisation, il doit avoir un sens. Pour élaborer les cas d'utilisation, il faut se baser sur, je vous ai dit tout à l'heure, sur les entretiens avec les utilisateurs. Alors, les éléments, nous avons les acteurs, d'accord? Souvent, on dessine les acteurs de cette façon, mais je vais vous donner d'autres schématisations. Les cas d'utilisation, on les dessine sous forme d'une ellipse avec un verbe à l'intérieur qui généralise, qui décrit ce que la fonctionnalité générale de ce cas d'utilisation. Les relations entre acteurs et cas d'utilisation, ça c'est un exemple, d'accord, mais je reviendrai sur ça bien sûr. Relations entre cas d'utilisation et cas d'utilisation. Donc, si je récapitule, quand je parle d'un diagramme de cas d'utilisation, normalement, qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir des acteurs, il va contenir des use cases, d'accord? Et il va contenir des relations. Je peux m'arrêter là. Sinon, je peux entrer dans des détails. Je peux entrer dans les types des acteurs, je peux entrer dans les types des relations. Quand je vous parlais relations entre acteurs et acteurs, ou bien relations entre acteurs et use case, ou bien relation entre use case et use case. Ça, c'est les trois types de relations que nous allons voir. Donc, en grosso modo, c'est ça le cas d'utilisation. Vous allez avoir ces éléments, pas plus. D'accord? Vous allez avoir ces éléments, d'accord? Et on reviendra sur chaque élément, d'accord, bien sûr, à part et d'une façon plus détaillée. D'accord? Alors, ça, si vous voulez, on reviendra dans les exercices. Si vous avez une petite note, un petit rappel à ne pas oublier, on peut le schématiser de cette façon. Et on parlera aussi de ce qu'on appelle, donc là, les stéréotypes. Stéréotype, c'est toujours quelque chose qui est entre ces petits signes. Ce que vous écrivez là, c'est un stéréotype. Ça, c'est un stéréotype. Ça, c'est un stéréotype. Vous allez voir, on va voir plusieurs stéréotypes. Ça veut dire que c'est comme c'est des signes qui vont nous aider à bien comprendre là de quoi il s'agit. Par exemple, s'il n'y avait pas ça, et je vous écris formateur, ça serait difficile de comprendre. Mais quand je vais rajouter le stéréotype acteur, vous allez comprendre directement que ce formateur est un acteur. Très bien. Un acteur. Un acteur est la description d'un ensemble cohérent de rôles. Rôle. Je vais vous dire, rôle. Qu'un utilisateur joue lorsqu'il interagit. Qu'un utilisateur joue lorsqu'il interagit avec le système. Pourquoi un utilisateur va interagir avec le système? Parce soit lui, il a besoin du système, notre système d'information, soit notre système d'information il a besoin de lui. C'est comme si vous êtes en train de dire, mon système, cet utilisateur, il va communiquer avec mon système. Il y a un échange, ou bien il y a un échange d'informations. Il y a un échange d'informations entre cette personne et le système. Alors, je vais vous dessiner quelque chose. Regardez, première des choses, qu'est-ce qu'on va faire? On va dessiner quelque chose comme ça. Et on va dire, tiens, ça c'est notre système d'information. Par exemple, on va parler d'une bibliothèque. Bibliothèque. D'accord. Alors, dans un premier temps, vous allez vous comporter avec votre système voilà, je vais mettre ça, pour vous interdire d'entrer à l'intérieur. Hein, vous allez vous comporter avec votre système en tant que boîte noire. C'est-à-dire une boîte noire, on ne voit pas, d'accord, ce qui est à l'intérieur. On ne voit pas ce qui est à l'intérieur. Donc, alors, qu'est-ce qui vous intéresse maintenant? Vous allez chercher quoi? Vous allez chercher
Qui sont les personnes, d'accord, qui échangent de l'information? Par exemple, vous avez un adhérent. Un adhérent, c'est la personne qui vient venir emprunter des livres. Alors, vous allez dessiner l'acteur et vous allez dessiner juste un petit trait comme ça pour dire que tiens, cet adhérent, il interagit avec nous, il communique avec nous, il échange de l'information avec nous. Il a besoin de nous, nous avons besoin de lui. Par exemple, vous allez trouver par exemple, je reviens sur, vous allez trouver par exemple, on va parler, vous avez là un responsable. Souvent on l'appelle le bibliothécaire, mais là je vais l'appeler responsable. D'accord? C'est un responsable. C'est un responsable. Notre responsable aussi, il échange avec nous des éléments. Il échange avec nous de l'information. Il communique avec nous. Par exemple, vous pouvez avoir besoin, par exemple, supposons, vous avez, vous avez, vous avez un, vous avez, d'accord? Vous pouvez écrire en français ou en anglais, les stéréotypes, c'est pas grave. Vous avez un fournisseur. Vous avez un fournisseur. Le fournisseur aussi, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il échange avec nous de l'information. Vous allez venir, vous allez dire, par exemple, cet adhérent, il peut interagir avec nous combien de fois? Bon, vous pouvez dire il a interagi une ou plusieurs fois. Donc, un, l'étoile, c'est plusieurs. Vous avez le 1, le plusieurs et le 0. Là, je vais parler de ce qu'on appelle les multiplicités. On reviendra sur les multiplicités en détail dans les diagrammes de classe. Les multiplicités, regardez, vous avez toujours deux éléments. Un élément à gauche et un élément à droite. Les éléments de la gauche, c'est soit un 1 ou un 0. Et les éléments de la droite, c'est soit un 1 ou une étoile qui veut dire plusieurs. Ça veut dire soit vous avez un 1, soit vous avez 0, 1, soit vous avez 1 ou plusieurs, soit vous avez 1, soit vous avez 0 ou plusieurs. Alors là, on le remplace toujours par un seul 1. Regardez, ça se lit. Donc, par exemple, on va dire, ce fournisseur, il interagit avec nous combien de fois? Bah, une fois. Par exemple, il suffit de vendre. Ada, la responsable, elle réagit avec nous une ou plusieurs fois. D'accord? Donc maintenant, pourquoi vous n'allez pas vous intéresser à ça? Pour laisser votre concentration et trouver les acteurs. Il ne faut oublier aucun acteur qui interagit avec nous. À ce moment-là, vous venez de réaliser un diagramme. Vous avez de réaliser un diagramme de contexte statique. Ça, c'est un diagramme de contexte statique. Si par exemple, vous prenez des échantillons, quelques exemples, un exemple, vous prenez un exemple d'un flux entrant, ce que ADA il va envoyer le système. Et vous prenez un exemple d'un flux sortant. Par exemple, ADA il va envoyer un message à ADA et vous prenez un exemple de chacun, parce que vous n'allez pas pouvoir représenter tout le monde, tous les messages qui s'échangent entre les acteurs. D'accord, vous allez prendre un message entrant et un message sortant de chaque acteur, et là vous avez un diagramme de contexte dynamique. Et là vous avez un diagramme de contexte dynamique, tout simplement. D'accord, tout simplement. Alors, et on va voir maintenant, quand je suis en train de parler des acteurs. Les acteurs, il y a des gens qui sont un petit peu, il y a des gens qui sont un petit peu rigides dans la gestion des acteurs. Par exemple, je vais vous expliquer, par exemple, il y a des gens qui vous disent, bon, ben non, il faut absolument avoir, quand vous dessinez un acteur, ça doit toujours être un petit bonhomme. Non? Ah non, quand vous dessinez un acteur, ça doit toujours être... D'accord? Mais là, comme je vais vous parler tout à l'heure, vous allez voir, nous allons parler
nous allons parler des types des acteurs. Nous allons parler des types d'acteurs. Je vais prendre le stylo. D'accord, je vais parler de la classification. Je vais dire ça. Classification acteur. Alors, on peut parler d'un acteur principal. Peut-être je vais mettre le A, comme ça je vais gagner de la place. Je vais mettre que le A. Là, parfois, on va dire acteur principal. À l'opposé d'un acteur principal, vous avez un acteur secondaire. Je vais vous expliquer. Tout à l'heure, quand je vais rentrer dans les types de cas d'utilisation, on va commencer le cas d'utilisation. Après, vous pouvez parler d'un acteur humain à l'opposé d'un acteur non humain. D'accord? Après, on peut parler d'un acteur interne à l'opposé d'un acteur externe. D'accord? À l'opposé d'un acteur externe. Je vous expliquerai tout à l'heure acteur principal quand je vais parler des cas d'utilisation. Alors là, il y a des gens qui vous disent, écoutez, toujours un acteur humain, c'est un petit bonhomme. Et toujours un acteur humain, c'est un acteur, par exemple, Halhada. Moi, je vous dis non. Vous pouvez schématiser un acteur humain avec le bonhomme. Vous pouvez schématiser un acteur non humain avec le bonhomme. Vous pouvez schématiser un acteur humain avec le rectangle. Vous pouvez schématiser un acteur non humain avec le rectangle. Vous allez voir, les deux ne peuvent pas apparaître. Même quand on parle d'un acteur interne et externe, ce n'est pas schématisable. Et là, ça, je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, parfois, il y a des gens, un acteur non humain, ils dessinent ça, d'accord? Et ils font une petite bande sur les yeux de l'acteur, pour dire comme quoi c'est un acteur qui ne voit pas, donc c'est un acteur non humain, d'accord? Mais là, je vous ai dit qu'est-ce qui est interdit et qu'est-ce qui est permis. Mais les bonnes pratiques, c'est vrai qu'on garde ça avec l'humain et qu'on garde ça avec le non humain, mais ce n'est pas une obligation. D'accord? Ce n'est pas une obligation. Après, regardez. Donc là, vous avez réalisé un diagramme de contexte. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez voir un diagramme de contexte. Voilà, un diagramme de contexte. Qu'est-ce que je vais faire? Dans un diagramme de contexte, je vais venir et je vais ouvrir la boîte blanche. Je vais ouvrir la boîte blanche. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Qu'est-ce que je vais trouver à l'intérieur? Alors, je vais enlever ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bien sûr, rappelez-vous, il y avait un autre acteur ici. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a ça. On va voir. Il y a ça. Il y a des petites ellipses. D'accord? Les petites ellipses, ce sont les cas d'utilisation. D'accord? Ça, c'est un cas d'utilisation. Oh, ça, là, je vais effacer maintenant là si vous voulez bien. Et là, après, ça sera quoi? Voilà. Ok. Après, ça sera. D'accord? Ça sera. Voilà, tout ça. Hein. D'accord? Ça, tout ça. Pardon. C'est pas grave. J'ai perdu ma représentation. C'est pas grave. Donc après, comme je disais, on aura tout ça. On a ça. Vous allez retrouver ça. À l'intérieur, vous allez retrouver vos use cases. À l'extérieur, vous avez vos acteurs. Acteur 1. Vous avez le deuxième acteur, acteur 2.
Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, tout à l'heure, j'ai fait ça. Et j'ai fait ça. Je me suis arrêté à la borne du système d'information parce que la boîte était encore noire. Je ne savais pas la continuité de la communication de mon acteur. Elle va où? Est-ce qu'elle va vers ce use case ou bien elle va sur use case ou bien ce use case? Mais maintenant, puisque maintenant nous avons ouvert la boîte, je serai dans la possibilité de voir que par exemple celui-là, il va... Ah, regardez maintenant, je vais utiliser le mot, il va jouer un rôle. هذا يعني qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer un rôle هنا. هذا il peut jouer un rôle هنا. On va voir, c'est là où on va parler d'acteur principal et acteur secondaire. هنا كان عندنا un autre acteur. Il peut jouer un rôle هنا. Il peut jouer un rôle هنا. D'accord? Acteur 3. D'accord? Donc regardez la progression du général vers le détail. On va encore vers le plus de détails. Donc هادو c'est ce qu'on va appeler les cas d'utilisation. Chacun d'eux est un use case. Chacun d'eux est un cas d'utilisation. Et chacun d'eux, il représente une fonctionnalité globale. D'accord? Une fonctionnalité un peu générale que nous aurons à détailler tout à l'heure. D'accord? Bon, je reviendrai tout à l'heure pour vous dessiner plus de choses. Bien. Alors, les acteurs sont à l'extérieur du système et dialoguent avec lui. Là, vous avez remarqué quand j'ai fait le diagramme de contexte. Un acteur est représenté par un petit bonhomme, donc on a parlé de ça. Vous avez le choix entre le petit bonhomme, vous avez le choix entre le carré avec un stéréotype acteur. Voilà, entre bonhomme, donc soit c'est le bonhomme, d'accord, soit c'est le bonhomme, soit c'est ça. Il peut être un acteur humain ou non humain, il peut être un acteur humain ou non humain, mais c'est préférable que ça, vous l'utilisez avec un acteur humain et que vous utilisez ça avec un acteur non humain, mais ce n'est pas une obligation. Il faut vous sentir libre. Alors, qui est intéressé par comment vous allez, dans les informations que vous allez recueillir chez votre utilisateur, comment vous allez savoir hein, que, ça, que vous avez à identifier un acteur. Donc, c'est quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est intéressé par un certain besoin. Donc, il a besoin de notre système. D'accord? C'est le système qui est utilisé dans l'organisation. Par qui le système est utilisé? Donc, c'est le système qui a besoin de lui, qui bénéficiera de l'utilisation du système. Il y a des résultats. Il va acheter, il va s'inscrire, il va vendre, etc., etc., qui fournira au système l'information. Donc, il va communiquer. Il va juste nous donner une information. Ou bien, nous, on va lui donner une information. D'accord? Et cette information, il peut l'utiliser, il peut la maintenir, il peut la modifier. Quand on dit maintenir, il peut la modifier. D'accord? Qui va supporter et maintenir le système. Ça veut dire qu'il va rentrer dans le développement de notre système, il va le maintenir. D'accord? Quelque chose est produit automatiquement par le système. Là, on verra que dans quelques exemples, vous allez voir, on parle de cas d'utilisation où ils sont déclenchés automatiquement et on verra comment on va schématiser ça, qui va bénéficier du résultat de ce cas d'utilisation et ainsi de suite. Alors, un acteur peut être interne ou externe, comme je vous ai dit tout à l'heure. Pour l'instant, c'est pas très important. On distingue plusieurs types d'acteurs. Les acteurs principaux, personnes qui utilisent, je vais vous donner un exemple, personnes qui utilisent les fonctionnalités principales du système. Un acteur secondaire, c'est une personne qui effectue les tâches administratives. Pour moi, je vais vous l'expliquer d'une autre façon. Un matériel externe, oui, vous allez voir, parfois il y a un matériel qui peut être un acteur. Il y a une machine qui interagit avec notre système, bah oui, ça peut être un acteur. Dispositif matériel faisant partie du domaine de l'application. Bon, on verra autre système, bon, il n'y a pas beaucoup de choses, je ne vais pas vous embrouiller beaucoup, hein. Vous allez voir, j'essaie de simplifier, j'essaie de vous donner les choses d'une façon très simple. Regardez, revenons toujours à l'exemple de la bibliothèque. D'accord? Dans l'exemple de la bibliothèque, par exemple,
j'ai un cas d'utilisation. J'ai un cas d'utilisation, d'accord, qui s'appelle par exemple emprunter, emprunter livre. J'ai deux acteurs, l'adhérent et j'ai le bibliothécaire ou le responsable, le bibliothécaire. D'accord? C'est vrai que l'adhérent, il joue un rôle. Il joue un rôle ici. C'est lui qui emprunte. On n'écrit rien, non. C'est juste pour dire il joue un rôle. Ça s'arrête là. Le détail, on va le chercher plus tard. D'accord? Il joue un rôle. D'accord? Si vous avez un cas d'utilisation et vous avez deux acteurs qui y jouent un rôle, ça veut dire un acteur, un des deux acteurs est principal. L'autre acteur est secondaire. Dès que vous voyez ça, automatiquement, un est principal, l'autre est secondaire. Qui est le principal? Qui est le secondaire? Vous allez voir, quand on va définir un cas d'utilisation, on va dire qu'un cas d'utilisation est un ensemble d'actions, d'accord, qui donne un résultat, d'accord, qui donne un résultat. Alors, l'acteur qui bénéficie du résultat, pardon, c'est l'acteur principal. D'accord? L'acteur qui va simplement nous aider à réaliser le cas d'utilisation, il est secondaire. L'adhérent, il va venir pour emprunter, il est principal. Parce que c'est lui qui va à la fin bénéficier du résultat de l'emprunt. La bibliothécaire, s'il n'est pas là, ou le bibliothécaire, s'il n'est pas là, on ne peut pas effectuer l'emprunt. Parce que c'est lui qui va donner le livre, c'est lui qui va chercher le livre, c'est lui qui va enregistrer les informations de l'emprunt, etc. Sans lui, on ne peut pas effectuer ça. Mais lui, une fois nous allons effectuer le cas d'utilisation, c'est lui qui va bénéficier du résultat, d'accord, du résultat de notre cas d'utilisation. Donc là, pour faire la différence toujours entre l'acteur principal et l'acteur secondaire, est-ce qu'un cas d'utilisation doit toujours avoir un acteur principal et un acteur secondaire? Non. Regardez, je peux faire par exemple ça, je vais dire Hada, il va jouer un rôle là. Et je vais dire, tiens, Hada, c'est par exemple, élaborer liste, livre. Hada, il va élaborer la liste des livres tout seul. Donc, Hada, il est secondaire, mais il est principal. Là, il est principal. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un autre acteur ici? Ben non, Hada, il va le faire tout seul. D'accord? Donc là, vous avez un acteur principal. Vous avez un cas d'utilisation qui est un seul acteur. Et c'est toujours cet acteur principal. Donc, un cas d'utilisation doit avoir, d'accord? Avoir et toujours un acteur. Un acteur principal. Ça veut dire ni 0 ni 2. Un acteur principal. Ni 0, ni 2, ni 3. Un acteur principal. Il peut avoir 0 ou plusieurs acteurs secondaires. D'accord? Il peut avoir 0 ou plusieurs acteurs secondaires. Ce que vous ne pouvez pas avoir, ce que vous ne devez jamais avoir, c'est ça. Ce que vous ne devez jamais avoir, c'est ça. Un cas d'utilisation, on va écrire quelque chose ici, qui n'a aucun acteur, ça c'est faux.
Un cas d'utilisation doit toujours avoir, d'accord? Un cas d'utilisation doit toujours avoir un acteur, toujours au minimum, et c'est l'acteur principal. D'accord? Donc rappelez-vous de ça. Alors, généralisation, donc les acteurs peuvent avoir des associations de généralisation. Oui, exemple, je vais vous expliquer l'exemple. D'accord? Je vais vous expliquer l'exemple. Alors, par exemple, vous êtes en train, vous êtes, d'accord? Vous êtes dans une entreprise. D'accord? Bien, je vais dessiner rapidement parce que je vais dessiner deux cas pour vous expliquer. Donc, je ne vais pas dessiner le rectangle. Je vais dessiner juste ça à côté parce que j'aurai besoin de... Voilà. Regardez. Nous avons un acteur, client particulier, vous, et client entreprise. Par exemple, vous êtes à Marjan, il y a des clients particuliers, c'est nous les particuliers, et il y a les entreprises qui viennent faire des achats. Et nous avons un cas d'utilisation, c'est payer, d'accord? On va payer facture, d'accord? On va payer facture. Alors, payer facture, moi je paye la facture et vous aussi vous payez facture. Mais si vous faites cette schématisation, elle est fausse. Schématisation fausse. Lèche. Pourquoi schématisation fausse? Parce que là, on a tendance à comprendre. On va comprendre quoi? On va comprendre que un, il est principal. Et l'autre, il est secondaire. Et là, non. Ni hada principal, ni hada secondaire. Tous les deux sont principaux. Et nous avons dit qu'un cas d'utilisation ne doit pas avoir plus d'un acteur principal. Donc, il est principal. Le problème ici, c'est qu'ils jouent les deux. Les deux, ils jouent le même rôle. Donc, le problème, il est où? Le problème, il est dans la schématisation. Parce que quand vous faites ça, on comprend une chose. Un fait un principal et l'autre secondaire. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez faire ça. Vous devez faire votre cas d'utilisation, les rois payer facture. Vous allez dessiner là vos acteurs. Les hada, c'est le client particulier. Hada, c'est le client, d'accord, entreprise. Et là, vous allez créer un nouveau acteur virtuel. On va l'appeler client. D'accord? C'est comme si vous êtes dans deux classes filles et vous avez remarqué qu'ils ont quelque chose en commun et vous allez créer une classe abstraite dans laquelle vous allez un petit peu généraliser. Là, c'est très simple. Là, on va faire ceci. Hada, c'est maintenant, c'est lui qui va jouer le rôle. Et là, je vais encore changer de couleur, c'est pas grave. On prend le bleu. Et on va dire Hada, qu'est-ce qu'il va faire? Hada, il va hériter. Hada, il va hériter. Dans les classes, l'orienté objet, des classes filles, il hérite. Elle a une classe mère, il hérite les attributs, les méthodes, les membres, ce qu'on appelle les membres. Mais là, il n'y a pas d'attributs, il n'y a pas de méthode. Ça veut dire que l'acteur, il va hériter. Le rôle. D'accord? Il va hériter le rôle. Donc, un acteur, qu'est-ce qu'il a? Il a que les rôles qu'il joue à l'intérieur des cas d'utilisation. Ça veut dire un acteur, quand il va hériter un autre acteur, il va hériter quoi? Il va hériter le rôle, il joue. Tous les rôles. Il va hériter tous les rôles que Hada il joue. Puisque Hada il joue un seul rôle, donc Hada il va l'hériter. Regardez, quand vous faites ça, vous comprenez que Hada il va hériter Hada, donc il va jouer le rôle comme acteur principal. وهذا عاوتاني بوحدو quand il va hériter على هذا, il va jouer le rôle عاوتاني تاع هذا principal. Ok? D'accord. Donc ça, on a parlé de, d'accord, la gestion des rôles, définition d'un cas d'utilisation. Donc maintenant, on va partir les cas d'utilisation. Je vous ai donné quelques petites informations avant. Un cas d'utilisation est une unité cohérente représentant une fonctionnalité visible de l'extérieur. Je vais souligner fonctionnalité visible de l'extérieur. Je vais changer
couleur, visible de l'extérieur. Visible de l'extérieur, fonctionnalité. Alors, c'est une description d'une fonctionnalité et d'une interaction entre un acteur et le système. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir un cas d'utilisation qui n'interagit pas avec un acteur. Ça n'existe pas. D'accord? Un cas d'utilisation est décrit par un verbe à l'infinitif, d'accord, et un complément. Bon, ce n'est pas une obligation, vous pouvez avoir des noms, mais c'est préférable d'avoir un verbe. D'accord? Par exemple, vous avez, tout à l'heure, j'ai écrit emprunter, emprunter, livre. Si vous faites emprunt, si vous faites emprunt de livre, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est mieux de faire le verbe. D'accord? Représentation d'un cas d'utilisation, je vous ai dit, vous faites des petites ellipses à l'intérieur. Et quand on a plusieurs cas d'utilisation, bah, c'est simple. On fait le tout dans un rectangle et après quand on va faire notre premier exercice, je vais vous montrer la schématisation d'accord, UML 2.0. Alors, relation entre acteur et cas d'utilisation, il n'y a qu'un seul, il y a une seule relation. Il y a une seule relation. La participation d'un acteur représentée par une ligne solide entre l'acteur. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure jouer un rôle. Il joue un rôle. D'accord? C'est la seule relation possible. C'est la seule relation possible entre acteur et, d'accord, et cas d'utilisation. Il y a pas. Par exemple, nous avons vu que entre un acteur, nous avons vu la généralisation. Ou là, je vais utiliser un autre mot que vous connaissez, hein, l'héritage. On a vu l'héritage. D'abord, entre un acteur et un use case, et un cas d'utilisation, c'est jouer un rôle. Et on verra tout à l'heure entre un cas d'utilisation et un autre cas d'utilisation. C'est là où c'est un petit peu, d'accord, réaliser un projet de fin d'études, etc., etc. Association et cas d'utilisation. Maintenant, on va voir les relations entre les cas d'utilisation et un cas d'utilisation. Je vous expliquerai bien sûr. L'association de généralisation entre cas d'utilisation a la même sémantique que pour les classes. Un cas A est une généralisation d'un cas B si B est un cas particulier de A. D'accord? D'accord? Voilà, on va finir plus ça. Voilà. Je vous explique. Je vous donne un autre exemple. Je vous donne un autre exemple et là je vais partir par exemple voilà, restons dans un supermarché. Alors vous payez par espèce. Vous pouvez payer par espèce. Vous pouvez payer par chèque. Vous pouvez payer par carte bancaire. C'est qui? C'est vous. Vous, c'est le client. D'accord? Vous, c'est le client. D'accord? Vous, c'est le client. Vous pouvez jouer un rôle non. Vous pouvez jouer un rôle non, comme vous pouvez jouer un rôle. Vous êtes principal dans les trois. Mais ça, regardez que vous jouez ici le même rôle. C'est que vous payez. D'accord? Alors, vous pouvez, à l'instar de ça, faire ceci. Alors, vous allez créer un cas d'utilisation abstrait que vous allez nommer payer. Donc, ça n'existe pas la réalité payer. Il y a toujours payer avec quelque chose. Vous êtes là, vous êtes l'acteur. Bien sûr, vous allez garder votre rôle. Vous allez le client. Et là, je vais dessiner des petits cas d'utilisation en bas. Et ça sera payé par espèce. Ou c'est payé par carte bancaire. Ou c'est payé par chèque. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur dire, tiens, vous allez hériter Hada. Vous allez hériter Hada. Ben, ils vont hériter quoi? Ils vont hériter toutes les relations. Ils vont hériter toute chose qui est en relation avec Hada. Dans notre exemple, le rôle Hada. Donc, c'est comme si vous êtes en train de dire que Hada, il va hériter Hada. Donc, vous avez Hada. Hada, celui-là, il va hériter celui-là. Donc, c'est ici. Ou Hada, il va hériter celui-là. C'est ici. D'accord? Donc, c'est comme cette représentation. Est-ce que Hadi, elle est fausse? Non, pas du tout.
d'accord, mais Hadi, c'est mieux. Ça, c'est mieux. D'accord. Hadi, elle est juste. D'accord, Hadi, elle est juste, mais Hadi, c'est mieux. D'accord, de travailler comme ça au lieu de travailler avec de la représentation. Donc là, on a parlé de généralisation. Héritage, c'est l'héritage entre use case et use case. Voilà. D'accord, vous avez héritage entre use case et use case. Maintenant, nous allons parler un petit peu le lien étendre, extend ou bien étendre, étend. Il y a des gens qui écrivent étend, il y a des gens qui écrivent extend. Alors, A étant B. Bon, on va finir là, je vais vous expliquer là, et après je vais vous donner un exemple très bien et vous allez mieux comprendre. A étant un cas d'utilisation B lorsque le cas utilise A peut être appelé au cours de l'exécution de cas d'utilisation B. D'accord. Donc regardez, bon, on va déjà prendre l'exemple. Vous êtes un acteur. Vous êtes qui? Vous êtes un étudiant. Un étudiant qui va jouer un rôle. C'est quoi le rôle? Vous allez venir faire une inscription. Bien. Mais dans notre école, on vous dit oui, vous pouvez faire une inscription et vous pouvez ne pas payer maintenant. Ça veut dire, vous allez payer plus tard. Ça veut dire plus tard quand vous allez venir, vous allez jouer un rôle là. Ça veut dire vous allez payer. Donc soit vous pouvez exécuter Hada tout seul, ne pas payer, et après vous allez venir et payer. Oubliez ce qui est écrit là. D'accord, je répète, soit vous allez venir pour faire l'inscription et vous n'allez pas payer. Et après, vous allez venir pour payer et l'inscription, elle est déjà faite. Donc chaque cas d'utilisation va s'exécuter indépendamment de l'autre dans un temps qui est vraiment différent, dans des temps T1 et T2 qui sont totalement différents. D'accord? Mais il est possible que cette personne, elle est venue pour s'inscrire. Et au moment de l'inscription, je dis bien à l'intérieur, vous êtes là, à l'intérieur de l'inscription, vous allez vouloir payer. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel à on va lui dire, tiens, est-ce que tu veux venir extend, est-ce que tu veux venir étendre hein, l'inscription? Parce que l'inscription, par exemple, supposons que nous avions 5 actions, et payer, vous avez 6 actions. Quand on va vouloir s'inscrire et payer en même temps, un s'inscrire sera dit 5 plus 6. Ça veut dire que les actions de payer vont s'exécuter à l'intérieur d'inscription. Mais, je reviens bien sur le premier point. Ce n'est pas obligatoire. Ça veut dire c'est conditionnel. Je vous donne un autre exemple. Je vais changer cette couleur. Je ne sais pas de la couleur comment elle est. L'exemple que je vais vous donner, bon là je vais prendre un acteur aidant, d'accord. Je vais prendre un acteur aidant. Et je vais prendre un exemple. Pardon. Un exemple. D'accord. Alors vous êtes un internaute. Vous êtes un internaute. Vous êtes un client. Vous voulez faire des achats, nous sommes un magasin de vente de produits de sport. D'accord. Et là, vous voulez consulter les catalogues. D'accord. Vous allez consulter les catalogues. D'accord. Donc, ou bien, parfois, vous allez venir pour faire un achat. Et là, vous avez le droit, regardez bien, vous avez le droit de venir simplement consulter sur notre site ou bien faire un achat sur notre site. Là, je suis bien clair. Soit vous voulez consulter et vous ne voulez pas acheter, ou bien vous êtes venu pour acheter un produit bien spécifique. Vous ne voulez pas consulter.
vous allez venir directement taper la référence du produit et l'acheter. Donc, chacun d'eux, il s'exécute indépendamment de l'autre, il a son résultat, il a le droit d'être un cas d'utilisation, parce que c'est l'acteur principal, c'est lui qui va bénéficier du résultat de l'hada ou le résultat de l'hada. Mais, il se peut que vous êtes venu dans le but de faire un achat spécifique. Et à un certain moment, vous allez voir, vous êtes indécis. Vous voulez changer, d'accord, votre choix, le choix que vous avez, parce que vous avez vu qu'il y a de nouveaux produits, par exemple. Donc, vous êtes venu pourquoi? Vous êtes venu pour faire l'achat. Mais à l'intérieur de faire l'achat, par exemple, je vous donne un autre exemple, plus clair. Vous êtes venu pour acheter des espadrilles Adidas, marque X. Et vous avez remarqué qu'il n'y en a plus. Le produit que vous êtes venu acheter, ça y est, c'est fini, il n'y a plus dans le stock. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous êtes venu pour acheter. Vous avez entamé le processus. Le processus. Vous avez entamé le processus d'achat. Et un certain, hop, il n'y a pas de produit. Là, le produit, donc vous avez besoin de quoi? Donc, si, par exemple, si pas de produit, faites très attention quand on fait ainsi. Je vais changer encore de couleur. Quand on fait ainsi, c'est une condition. Vous allez voir, je vais appeler ça condition d'extension. Condition d'extension. Donc, s'il y a de la condition, elle est vraie. Si cette condition est vraie, vous avez besoin de qui? Vous avez besoin de ce use case. Donc, vous devez aller faire quoi? Vous devez aller consulter. Vous êtes dans le processus d'achat et vous avez besoin de faire pause dans le processus d'achat pour aller consulter. Et là, on dit, nous allons demander, d'accord, au use case consulter catalogue, on va lui demander de venir étendre le use case faire achat. D'accord? On va lui dire viens, tu vas étendre là et on va faire une flèche ici. D'accord? Regardez bien, c'est des pointillés et je vais faire ici extend ou bien étend. Extend ou bien étend. D'accord? Donc, il faut bien comprendre parce que tout à l'heure, on va parler de include, tout de suite, pas tout à l'heure. On va parler de include, il faut bien comprendre le extend pour ne pas s'embrouiller avec l'include. Hein. D'accord? Donc, vous pouvez exécuter ADA tout seul, faire l'achat, vous pouvez consulter et c'est fini, c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais si par exemple, vous êtes en train de faire l'achat et vous remarquez que vous avez besoin de consulter catalogue, donc automatiquement, là, vous êtes en train de dire qu'il y a une relation externe entre ADA et ADA, ça c'est le use case A, ça c'est le use case B. Ok, très bien. Je continue. On va partir chez include. Indique que le cas d'utilisation source contient aussi le comportement décrit dans le cas d'utilisation destination. On utilise ce type lorsque l'on souhaite factoriser un cas d'utilisation. Factoriser un cas d'utilisation partagé par plusieurs autres cas d'utilisation. Bon, le fameux exemple qu'on donne toujours, d'accord, c'est s'authentifier. Mais vous allez voir, on verra beaucoup d'exemples dans les exercices. Mais moi, je vais vous donner un exemple de s'authentifier, mais pas avec retirer argent et transférer. Mais je vais vous donner un exemple plus simple, un exemple que vous connaissez. Vous êtes des fans de Facebook. Alors, par exemple, quand vous allez venir, alors c'est vous là, c'est vous. Quand vous venez sur Facebook, soit vous allez venir, par exemple, alors vous allez venir pour consulter votre file d'attente. Ou bien vous allez venir sur Facebook, d'accord, vous êtes un adhérent, d'accord, vous êtes un adhérent sur Facebook, ou là vous allez venir sur Facebook pour publier. Vous allez publier, poster quelque chose.
Mais remarquez, quand vous allez venir sur Facebook pour consulter, alors vous allez saisir votre login, vous allez saisir votre mot de passe. Alors login, mot de passe, vous allez cliquer sur connecter, le serveur il va vérifier votre connexion, etc., etc. Et après vous allez rentrer pour après vous allez entrer pour consulter et voir votre file d'attente, répondre aux messages, etc. Quand vous voulez publier par exemple ou poster quelque chose, alors vous devez saisir votre login, vous devez saisir votre mot de passe, vous devez cliquer sur le bouton connecter, le serveur va vérifier votre compte, c'est OK ou c'est pas OK, et après vous allez entrer pour poster. Ce que vous allez remarquer, pardon, ce que vous allez remarquer, d'accord, ce que vous allez remarquer, c'est que, ce que vous allez remarquer, c'est que nous étions là, nous étions là, nous étions, nous étions là, d'accord, pardon. Ce que vous allez remarquer, je reviens, je vais tout redessiner. Alors, je disais, vous avez deux use cases, d'accord? Vous avez un cas d'utilisation ici. Alors, vous jouez des rôles énormes. Alors, là, vous voulez consulter votre file d'attente. Et là, vous voulez publier, d'accord? Vous voulez publier quelque chose. Alors, je vous ai dit, vous avez des éléments qui sont, qui sont en commun, qui sont entre votre login, entre votre mot de passe, cliquez sur se connecter, etc. Alors, au lieu de laisser ces actions se répéter dans chaque use case, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Nous allons créer un use case et on va le nommer, par exemple, s'authentifier. C'est un exemple. S'authentifier. D'accord? Et vous allez dire, tiens, à chaque fois que regardez, tout à l'heure c'était la condition, c'était pas toujours. Mais là, regardez, à chaque exécution de consulter file d'attente, j'ai besoin du use case s'authentifier. D'accord? À chaque fois que je veux exécuter publier, j'ai besoin de s'authentifier. Ça, c'est la différence. Tout à l'heure, il y avait une condition, il n'y a pas de condition. Ça, c'est toujours, à chaque exécution. Alors là, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais encore changer de couleur pour vous. Alors je vais dire, tiens, donc, ce use case A, d'accord, il va include, d'accord, ou la use. On utilise include ou la utilise. Et là, d'accord, c'est include. D'accord, bien sûr, A. Et pour vous dire A et B, pour vous dire que A include quoi? Include B. Et faites attention aux flèches. C'est A qui include B. Tout à l'heure, c'était A qui extend B. Les flèches, faites très attention. Souvent, les stagiaires, ils ont un problème avec les flèches de include et extend. Et ils font un petit peu parfois la confusion entre extend. J'ai laissé un exemple exprès ici pour vous le montrer. D'accord? D'accord? Donc, ça, si vous voulez, pardon, ça, si vous voulez, c'est l'exemple de include. Ok. Là, vous avez un petit exemple. Vous avez un petit exemple. Un adhérent, un bibliothécaire. D'accord. Voilà, voilà, voilà. Mais là, par exemple, pour moi, je préfère ici. Attendez, je vais changer de couleur. Moi, ici, je préfère, par exemple, dans ce cas, dans cet exemple, on reviendra. Je vous ai préparé des exercices dans ce sens-là. Moi, là, je préfère héritage et pas externe. Vous allez voir dans l'exercice, je vais vous dire. Moi, je préfère héritage et pas extend. Là, il y a une très grande confusion. Je l'ai laissé exprès pour vous dire. Faites attention aux flèches d'extend. Faites attention à ce que c'est un héritage ou bien c'est une extension, etc., etc. Et on verra. Et ça sera toujours des visions. Comme je vous dis toujours, ce sont des visions. C'est des propositions de solutions. Ce n'est pas, comme je vous ai dit pour la première séance, c'est pas ni la Bible ni le Coran. Hein. C'est des visions, c'est des propositions, ça se discute. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand vous parlez
quand vous parlez UML, on travaille en groupe, on ne travaille pas individuellement, parce qu'il faut échanger des idées, il faut discuter, il faut trouver quelque chose, d'accord, plus original, plus juste, d'accord. Et comment on peut trouver ça? C'est grâce le groupe. Alors, je vous remercie, je vais m'arrêter à ce niveau-là, parce que faut bien décrire les descriptions textuelles, donc ça va nécessiter un peu plus de temps. Et la prochaine fois, je vais vous continuer avec les descriptions textuelles et on fera notre premier exercice, d'accord? Des petits exercices simples pour vous familiariser avec l'outil. Donc, je vous remercie infiniment et à la prochaine fois.